sur David et la Révolution. Donc David, dès les années 1780, est favorable aux idées nouvelles. Il est jusque vers 1792, en fait, il suit à peu près l'évolution politique de Robespierre vers 1791-92. Il pense à certains moments que la Révolution est compatible éventuellement avec une monarchie de type constitutionnel. Le problème, c'est d'avoir une constitution. Il réalise même, on lui demande, puis après il s'arrête très vite parce qu'il sent que ça va sentir un petit peu le roussi, un portrait du roi. On lui commande même un portrait du roi donnant la constitution à Louis XVII. Et puis petit à petit, à partir des années 91, surtout 92, il sera, comme Robespierre, il se radicalise, il rompt avec le milieu des Trudaine, par exemple, qui étaient plus, disons, libéraux, je dirais, et se rapproche de Robespierre. En 1793-94, il est tout puissant en tant qu'artiste, et il a un rôle de politique de premier plan. Quand je vous disais que dès le début, le problème, c'est pas l'art pour l'art et la peinture comme fin en soi, mais la peinture comme un moyen de s'exprimer dans le monde et de changer le monde, dans le cadre de cette société nouvelle qui est en train de naître, il met son art au service de cette société nouvelle en train de naître, dans la difficulté, dans la violence, voilà. Mais, et donc il est élu député, il tente une première fois, il échoue, il est élu une deuxième fois, il est élu une première fois député de Paris avec l'aide de Marat, il siège parmi les montagnards et il obtient ensuite des rôles politiques, enfin des fonctions politiques très importantes. Il est membre du comité de sûreté générale. Le comité de sûreté générale, c'est un des trois grands comités qui gouvernent la République. Il y a le comité de salut public, le tribunal révolutionnaire et le comité de sûreté générale. Le comité de sûreté générale est le comité chargé de la police intérieure. Donc c'est le comité qui est chargé d'étudier le cas des suspects et de savoir si on les transférait ou pas au tribunal révolutionnaire. Dans le cadre de ce comité, il est même à un moment responsable de la section des interrogatoires. Il n'est pas lui-même nécessairement, il n'assiste pas nécessairement aux interrogatoires, mais on sait qu'il assiste, il le raconte lui-même, il est assez bouleversé lui-même d'ailleurs dans la façon qu'il le raconte. Il assiste à l'interrogatoire du fils de Louis XVI, de Louis XVII en fait. Alors ce que je dis tout de suite, c'est que il n'a pas utilisé son rôle au comité de sûreté générale pour éliminer ses rivaux. Ça aurait pu être une tentation. En tout cas, c'est une tentation qu'il n'a pas eue. Voilà, ça c'est une première chose. Il a été membre du comité d'instruction publique, c'est-à-dire de tout ce qui dirigeait en gros l'instruction publique et les beaux-arts. Il est l'ordonnateur de la plupart des grandes fêtes de la République, en particulier la fête de l'être suprême, et il est l'ordonnateur des grandes funérailles, les funérailles nationales, les funérailles publiques, en particulier les funérailles des martyrs de la Révolution. Alors, la question qui m'était posée sur le noir, la façon dont on a un peu dramatisé ici la présence de Marat. Après l'exécution de Louis XVI, donc là on est Robespierre et d'autres pensent que risque en fait d'avoir coupé la tête du roi créer un vide. Et dans ce vide Louis XVI pouvait, et même a fini par devenir pour certains, un nouveau martyr. Donc il fallait recréer des martyrs. Donc dès le jour de l'exécution de Louis XVI, on a un premier martyr qui est Lepelletier de Saint-Fargeau, un lointain ancêtre de Jean d'Ormesson, qui est assassiné le soir même, probablement, enfin, il y a des petites, ou la veille, ou le 20 janvier, de l'exécution de Louis XVI, c'est le premier martyr de la Révolution. On l'érige en martyr. David est chargé d'organiser ses funérailles, et donc quelques jours plus tard, il fait poser le corps de Lepelletier sur le socle de la statue de Louis XIV, statue détruite de la place Vendôme. Et ensuite, il exécute une peinture représentant Lepelletier de Saint-Fargeau. C'est une peinture qui était le pendant de Marat. La peinture a été, après la Révolution, je vous passe, on viendra sur ce qui est devenu Marat, c'est la même chose pour Lepelletier de Saint-Fargeau. La peinture a été achetée par la fille de Lepelletier de Saint-Fargeau, la première pupille de la nation, mais qui, devenue adulte, était devenue très royaliste, et donc elle a acheté le tableau pour le détruire.
probablement. La famille d'Ormesson a cherché dans le château de Saint-Fargeau pendant très longtemps s'il n'avait pas été caché dans les murs, dans le grenier, etc. On ne l'a jamais retrouvé, donc il est probablement détruit. Quelques mois plus tard, Marat est assassiné par Charlotte Corday, deuxième autre martyr de la Révolution. David organise les funérailles de Marat. Les funérailles sont en été. Il fait une chaleur à mourir. David avait imaginé, donc c'est un convoi nocturne parce qu'on craint des attentats, enfin c'est un moment extrêmement tendu. David avait imaginé d'asseoir le cadavre de Marat embaumé à sa table de travail. Malheureusement, le corps est en décomposition avancée, donc on le met sur une sorte de brancard et des femmes aspergent des linges d'eau et de parfum parce que ça sentait extrêmement mauvais. Le visage se décomposait lui-même, il était recouvert de blanc. Les funérailles, et il y a la panthéonisation, mais qui est plus tardive. Et les funérailles se déroulent et on demande à David, un député, se lève dans la salle de la Convention. David est donc député. Il a même été un peu plus tard président de la Convention. David, prends tes pinceaux, il te reste un tableau à faire. David est l'un des derniers à avoir vu Marat vivant puisqu'il avait rendez-vous avec Marat peu de temps avant Charlotte Corday, quelques heures avant Charlotte Corday. Il est l'un des premiers à l'avoir vu mort avec Madame Tussaud, la future Madame Tussaud, puisqu'on lui demande de dessiner Marat et elle de faire le masque mortuaire. Et il exécute alors ce tableau. L'interprétation qu'on propose de ces tableaux, c'est qu'on les conçoit indépendamment comme des œuvres d'art. Pour moi, il me semble que c'est l'issue des funérailles. Les funérailles ont été des appels. Dans les funérailles, il y avait des appels à la vengeance, etc. C'était purgatif. D'une certaine manière, le tableau clôt l'épisode purgatif et instaure le culte des martyrs. Et Marat est représenté dans ce que Baudelaire décrit très bien comme le calme de la métamorphose. Et David fait exposer le tableau de Lepelletier et le tableau de Marat dans la cour carrée du Louvre. Les tableaux sont exposés le jour de l'exécution de Marie-Antoinette. Voilà. Ce sont deux œuvres qui sont donc des tableaux, mais pas seulement des tableaux. Elles sont accrochées, ce sont des monuments au sens propre. Elles sont accrochées de part et d'autre de la tribune de la Convention, ce qui fait que les députés, lorsqu'ils parlent, ont face à eux Lepelletier de Saint-Fargeau avec le glaive qui pend au-dessus de son corps, vous le verrez, on a le dessin de l'autre côté, et Marat. Donc ça symbolise le fait que la République est menacée par des ennemis de l'extérieur, de l'intérieur, et accessoirement les menaces qui pèsent individuellement sur leur tête. Donc ces deux tableaux sont exposés. Et pourquoi 3 versions? Alors, les tableaux sont immédiatement, on décide immédiatement de diffuser l'image de Marat dans toute la France comme martyr de la Révolution pour instaurer ce culte civique d'une certaine manière. Donc il y a 2 versions qui sont réalisées, exécutées dans l'atelier de David sous le contrôle du maître, destinées à être transmises en gravure, destinées aussi à être transmises en tapisserie, parce qu'il se trouve que les manufactures, avec la chute de la monarchie, n'avaient plus de travail, donc il fallait donner du travail aux ouvriers des manufactures. Sur le tableau lui-même. Oui, alors c'est lui donner un caractère central dans le parcours d'exposition, parce que c'est une œuvre finalement dans laquelle se cristallise tout le savoir-faire pictural de David, le caractère magistral de sa peinture, puisque en une seule image, en une seule composition, il arrive à fusionner le portrait, le dernier portrait, le portrait mortuaire de Marat, une scène de crime, une scène de genre en quelque sorte, un tableau d'histoire, puisque cette mort est érigée en mort du héros. Ça devient un marqueur, un moment important de l'histoire de la République naissante. Et puis, c'est un tableau proto-religieux, puisqu'il a calqué sa composition sur le Christ mort, la mise au tombeau du Christ de Caravage, avec ce détail très, très beau du visage incliné et du bras musclé qui prend toute la lumière et qui tombe jusqu'au sol. Une lumière très forte qui vient d'une source inconnue située sur la gauche,
Et puis la moitié supérieure de la composition est occupée par du vide. Donc grâce à cet effet, David évidemment cherche une analogie entre la baignoire et le sarcophage et entre la pièce ou la salle de bain où se trouvait Marat, et bien sûr qui devient un caveau. Et c'est finalement ce vide laisse résonner en quelque sorte, laisse s'évaporer le dernier souffle de ce journaliste qui s'est toujours traduit par la virulence de ses propos, la violence de ses écrits, mais aussi la force de sa parole. Donc tout est fait évidemment pour appeler des références christiques à l'esprit, mais de manière dissimulée, en tout cas finalement utiliser toute la force de l'héritage chrétien, mais au service d'une nouvelle religion civique.